Bon, eh bien aujourd'hui nous allons travailler sur les transferts horizontaux de gènes moteurs de l'évolution. Alors nous sommes toujours en terminale de spécialité SVT, dans le chapitre 3, transferts horizontaux de gènes et endosymbiose. Les transferts horizontaux sont très fréquents et ont des effets très importants sur l'évolution des populations et des écosystèmes. Nous allons essayer de recenser des informations qui attestent de l'existence de transferts horizontaux de gènes dans l'histoire du génome humain. Nous allons essayer d'extraire et d'organiser des informations pour identifier l'importance de ces transferts horizontaux. Alors, nous allons partir d'exemples de transferts horizontaux de gènes et montrer en quoi ce phénomène participe, en modifiant les génomes, à l'évolution des populations et des écosystèmes. Alors, on prendra l'exemple du microbiote intestinal, l'exemple des syncytines, et nous verrons également que ce phénomène concerne l'ensemble du monde vivant. Donc je vous ai dit que ces phénomènes de transfert horizontaux modifient les génomes, permettent l'évolution des populations et des écosystèmes, et par là même des espèces, évidemment, dont la nôtre. Nous faisons partie des êtres vivants animaux, non? Je crois. Alors, dans un premier document, nous allons présenter quelques étapes de la mise en place du placenta chez les mammifères euthériens, qui suppose la création d'un syncytium par fusion de certaines cellules embryonnaires. Nous allons voir que cette fusion met en jeu des protéines que l'on appelle les syncytines numéro 1 et numéro 2, qui sont portées par les cellules. Donc les dites cellules dont nous avons parlé. Donc certaines cellules embryonnaires, évidemment. Donc cette fusion met en jeu des protéines dont le rôle et la séquence sont comparés à ceux de protéines de rétrovirus. Et c'est là que nous allons commencer à comprendre que c'est intéressant lorsque l'on parle de transferts horizontaux de gènes et de moteurs de l'évolution, c'est que les fameux rétrovirus vont nous aider dans nos actes entre guillemets physiologiques et métaboliques. Donc c'est un petit peu bizarre parce que donc au niveau du placenta, on verra que certaines cellules ont la même fonction que certains rétrovirus. Donc on pense que certains rétrovirus ont donné une partie de leurs gènes à ces cellules qui ont eu les mêmes capacités du coup. Donc la même façon de faire les choses, c'est-à-dire de rassembler les cellules. On va voir ça tout à l'heure. Donc on va trouver des preuves qu'il y a eu fusion d'enveloppe avec la membrane plasmique de la cellule hôte, un mécanisme qui ressemble à celui de l'infection par un rétrovirus. Donc, on va trouver des arguments en faveur d'une origine virale des syncytines humaines et en particulier de la syncytine numéro 1, mais la syncytine numéro 2 joue son rôle également. Alors, nous allons également apporter d'autres informations concernant le microbiote intestinal, donc il n'a rien à voir avec le placenta évidemment. Donc on va apporter des éléments informatifs sur la présence dans le microbiote intestinal de certains japonais de bactéries qui auront récupéré un gène d'une bactérie marine vivant à la surface de certaines algues. Ce gène permet la digestion des glucides abondants dans les algues
et sont absents chez les végétaux terrestres. Alors autrement dit, les Japonais vont mieux digérer les sushis que nous. Intéressant. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on peut manger les sushis ou pas? Puisque les sushis sont entourés par une certaine algue. Oui, on pourra, mais bon, l'algue sera moins bien digérée que les personnes qui possèdent l'enzyme correspondante. Donc, certaines personnes, donc on fait des études bien entendu, et concernant le gène d'une porphyranase, qui est une enzyme qui hydrolyse le porphyrane. Donc ce gène a été identifié dans une bactérie du microbiote, notamment Bacteroides plebeius, d'un japonais. Et sa séquence a servi de référence. Et ensuite, le chercheur a retrouvé dans le microbiote d'autres sujets japonais des séquences en plus ou moins grand nombre, présentant entre 83 et 94% de ressemblance avec celle du premier sujet numéro 1. Mais, en revanche, on n'a trouvé aucune séquence dans les populations nord-américaines. Et puis enfin, nous allons présenter des résultats qui attestent du transfert horizontal de gènes concernant certains génomes de métazoaires qui ont participé transfert horizontal de gènes qui a participé à leur évolution, à ces métazoaires, et pas seulement les bactéries chez lesquelles le mécanisme est bien connu. Alors, commençons par essayer de comprendre à travers ces transferts horizontaux de gènes en quoi ces transferts sont des moteurs de l'évolution. Nous savons qu'il y a des transmissions horizontales et des transmissions verticales. La transmission verticale des génomes accumule les mutations et d'autres innovations génétiques favorables. Donc cette transmission verticale elle se traduit sur une grande échelle de temps et elle se traduit également par une évolution des espèces évidemment. Donc en parallèle à cette transmission verticale des génomes, par exemple une division cellulaire, à partir d'une cellule, on a une division cellulaire qui donne 2 cellules, c'est une transmission verticale. Mais concernant cette cellule mère au départ, elle peut intégrer quelquefois certains gènes d'autres espèces par exemple, et à ce moment-là on parle de transmission horizontale et non plus verticale. Donc certains gènes peuvent être transmis de manière horizontale, entre guillemets, en dehors de toute filiation correspondant par exemple au processus de division cellulaire. Donc on peut se demander en quoi les transferts horizontaux de gènes contribuent à l'évolution des génomes. Alors commençons par quelques idées qui sont apparues concernant le placenta des mammifères. On verra qu'il y a une innovation d'origine virale, d'un rétrovirus en fait, qui aurait transmis de manière horizontale certains gènes au niveau du placenta. Alors, il s'agit quoi? Alors, il s'agit de quoi? Alors, essayez de trouver un document sur l'implantation de l'embryon et le début de la formation du placenta. Vous allez voir un embryon de 7 jours environ. Vous allez voir ce que l'on appelle la nidation qui commence à se faire avec des cellules embryonnaires qui vont fusionner, qui vont constituer ce qu'on appelle un syncytium pour donner le placenta. Alors, le placenta, c'est quoi? Eh bien, c'est un organe qui est provisoire et qui permet d'assurer les échanges entre l'embryon, puis le fœtus et la maman, bien entendu. Pour former le placenta, certaines cellules de l'embryon vont fusionner et vont former des cellules géantes qui auront plusieurs noyaux. Donc en effet, une cellule avec un noyau et une autre cellule avec un noyau, si elles fusionnent, on se retrouve avec une grosse cellule avec 2 noyaux. Mais on peut avoir plusieurs fusions qui font qu'on va avoir un nombre important de noyaux dans une même cellule. Donc on obtient ce qu'on appelle un syncytium.
Donc, certaines cellules de l'embryon vont fusionner et former des cellules géantes multinucléées qui sont très invasives et qui vont permettre l'ancrage à la paroi utérine, donc c'est ce que l'on appelle la nidation. Alors, une étude a permis d'identifier chez l'homme avec un grand H et chez d'autres primates également, donc des gènes dont le rôle est déterminant dans la formation du placenta. Et l'expression de ces gènes, seulement au niveau du placenta, permet la synthèse de protéines que l'on appelle des syncytines, notamment syncytine numéro 1 et syncytine numéro 2. Alors, deux cellules embryonnaires ont été mises en culture et un marquage par anticorps spécifique a permis la coloration de membranes des cellules en vert et une coloration à l'iodure de propidium marque les noyaux des cellules donc en rouge. Donc vous avez pu vous procurer un document sur les cellules embryonnaires humaines à l'origine du placenta après 72 heures de culture suite à ces marquages. Donc on s'aperçoit qu'il y a une cellule, des cellules qui ont fusionné et dans lesquelles on ne trouve plus qu'une seule cellule avec plusieurs noyaux. Donc il s'agit là de culture témoin et culture ensuite de cellules ayant subi l'inhibition de l'expression du gène codant pour les syncytines, et bien on s'aperçoit que les cellules restent mononucléées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fusion de cellules pour donner une grosse cellule à plusieurs noyaux. Alors, donc voilà pour la description globalement du rôle du placenta avec fusion de certaines cellules de l'embryon pour donner ce qu'on appelle un syncytium. À côté de ça, il existe, ça n'a rien à voir avec le placenta pour l'instant, des rétrovirus dont les virus à ARN, ce sont des virus à ARN qui, après être entrés dans une cellule, sont capables de rétrotranscrire leur information génétique pour former de l'ADN. Ça veut dire qu'en gros, à partir de l'ARN, on obtient de l'ADN grâce à cette enzyme que l'on appelle, donc qui permet la rétrotranscription de l'ARN en direction de l'ADN. Donc ce sont des rétrovirus. Et une fois que cet ADN a été formé, eh bien, grâce à la transcriptase inverse ou réverse, qui est l'enzyme qui permet le passage de l'ARN à l'ADN, eh bien, cet ADN viral peut être intégré au génome d'une cellule qui sera parasitée. Et l'entrée d'un rétrovirus dans la cellule hôte peut se faire par un mécanisme de fusion, se fait en fait par un mécanisme de fusion de l'enveloppe virale et de la membrane de la cellule infectée. Ce qui met en jeu des molécules membranaires. Et c'est là où c'est intéressant quand on voit qu'il y a fusion de la membrane du rétrovirus avec la membrane de la cellule hôte. Et dans le cas du placenta, on a des cellules qui sont mononucléées, mais qui peuvent également fusionner pour donner une cellule à plusieurs noyaux. Et on fait là la corrélation entre ce qui se passe au niveau de certaines cellules du placenta et ce qui se passe au niveau des rétrovirus. Dans les deux cas, il y a fusion de membranes pour former une cellule plus grande avec plusieurs noyaux, d'une part au niveau du placenta, mais d'autre part au niveau des rétrovirus, ça permet au rétrovirus, cette fusion de membranes, de pénétrer à l'intérieur de la cellule hôte et donc de l'infecter, donc de faire son cycle viral. Et donc cette fusion de membranes met en jeu certaines molécules. Alors, comme ce mécanisme présente des analogies avec la formation du placenta, eh bien, les scientifiques ont émis l'hypothèse que le gène à l'origine du placenta des mammifères aurait une origine virale. Donc, si on étudie l'interaction moléculaire à l'origine d'une fusion membranaire, on a deux cas. Cas d'une cellule infectée par un virus et cas d'une cellule à plusieurs noyaux au niveau du placenta. Donc, par exemple, on prend le premier cas, cellule infectée. On a donc un virus, un rétrovirus donc, avec des protéines d'enveloppe virale
protéines de surface par exemple, qui vont fusionner, qui vont s'accrocher en fait à un récepteur de la cellule hôte, puis par un certain mécanisme, il va y avoir fusion de l'enveloppe virale avec l'enveloppe de la cellule hôte, c'est-à-dire avec la membrane plasmique. Donc il va bien y avoir une fusion des membranes et le virus va pénétrer à l'intérieur. La transcriptase inverse va transformer l'ARN messager, par exemple, qui peut être considéré comme messager, donc va être transformé en un ADN qui va pouvoir s'insérer dans le génome de la cellule hôte. Et donc, automatiquement, lorsque la machinerie cellulaire de la cellule hôte va se mettre en action, eh bien, il y aura production des éléments caractéristiques du virus et donc formation de virus, en fait, de nouveaux virus. Concernant la cellule à plusieurs noyaux, donc au niveau du placenta, eh bien, il y a donc une cellule qui possède un noyau, une syncytine qui est une protéine qui va pouvoir se mettre en surface et permettre la fusion après fixation sur un récepteur d'une deuxième cellule. Ce sont les deux mêmes cellules en fait. Il n'y a pas comme tout à l'heure un virus et une cellule hôte, il y a là les deux mêmes cellules. Mais grâce à la syncytine, eh bien, la fusion des deux membranes plasmiques est possible et du coup on se retrouve avec une cellule avec un grand noyau, on se retrouve avec une grande cellule produit de la fusion de deux cellules et cette grande cellule possédera deux noyaux. Et puis c'est possible également de faire fusionner une troisième, puis une quatrième, une cinquième cellule, etc. Donc on a bien fusion des membranes et on a bien une cellule à plusieurs noyaux. Donc on voit bien que dans les deux cas, il y a une similitude et les chercheurs soupçonnent bien entendu ce que l'on appelle un transfert horizontal de gènes qui a été formé, qui s'est fait en fait entre le virus et puis une cellule placentaire par exemple. C'est bien le moteur de l'évolution dans le sens où ce syncytium dans le placenta a un rôle très important qui va permettre à l'embryon de survivre. Alors vous pouvez vous amuser à faire une activité pratique à l'aide du logiciel Anagène ou Génigène par exemple pour rechercher des arguments en faveur de l'hypothèse émise. Alors l'hypothèse c'est que le gène à l'origine du placenta des mammifères aurait une origine virale. Donc vous disposez de la séquence d'acide aminé de la syncytine 1 humaine et de celle de la protéine d'enveloppe du rétrovirus, le MSRV. Et on s'aperçoit, en faisant la comparaison de la séquence d'acide aminé de la syncytine 1 humaine et d'une protéine d'enveloppe du rétrovirus, qu'il y a une très très grande similitude entre les deux protéines. Quelques différences quand même, mais globalement, on voit bien que ce sont les deux mêmes protéines qui vont constituer d'une part, qui vont avoir un rôle d'une part dans la fusion entre la membrane, entre l'enveloppe virale du virus et la membrane de la cellule hôte, d'une part, et d'autre part, similitude entre la syncytine, en fait, qui va permettre la fusion des membranes dans certaines cellules placentaires. Bon, voilà. Alors, les syncytines humaines donc, présentent bien des similitudes de fonction avec des protéines d'enveloppe virale. Alors, comme on l'a dit, elles permettent la reconnaissance et la fixation par le biais d'un récepteur entre cellules embryonnaires, tout comme le fait un virus avec sa cellule cible. Si le gène dirigeant la synthèse de la syncytine 1 est inactivé, et donc la syncytine 1 absente des membranes des cellules trophoblastes, eh bien la fusion des cellules n'a pas lieu, contrairement aux cellules témoins dans lesquelles le gène de la syncytine 1 est actif. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez bien compris ça, eh bien vous comprenez bien qu'il y a une similitude entre les deux mécanismes qui se rejoignent en fait. Et donc on voit bien que grâce à ce rétrovirus, eh bien, le rôle au niveau du placenta
est assurée. Donc on a bien une évolution positive dans cette évolution entre guillemets de certains mammifères. Alors la comparaison des séquences de la syncytine 1 et d'une protéine d'enveloppe du virus MSRV révèle 87% d'acides aminés identiques, donc une très forte homologie, ce qui suggère une origine commune, comme on l'a déjà dit. Ces similitudes de séquences et de fonctions constituent des arguments en faveur d'une origine virale de la syncytine 1 humaine, mais également de la syncytine numéro 2. Donc il faut, pour cela, envisager un transfert horizontal de gènes entre un virus et les cellules d'un ancêtre des humains, voire même des mammifères eutériens. Ces gènes d'enveloppe virale, intégrés au génome des cellules cibles, en sont devenus une partie intégrante. Alors, le scénario possible, c'est qu'il y a eu d'abord une infection rétrovirale des cellules d'un ancêtre commun des mammifères. Si elle concerne les cellules somatiques, les gènes transférés n'existent que chez l'individu concerné. Et pour qu'ils soient transmis verticalement entre les générations, il faut que les gènes aient été transférés des cellules de la lignée germinale, évidemment. Deuxième scénario, deuxième point important, donc en tout cas, c'est que par transfert vertical, grâce à la reproduction sexuée, le gène se répand dans les populations et finit par faire partie du génome de l'espèce. Il y a eu endogénisation et enrichissement du génome avec acquisition d'une nouvelle potentialité. Ensuite, deuxième chose que nous allons voir, c'est que il existe des transferts de gènes au sein du microbiote. Alors, le microbiote intestinal, c'est un écosystème, entre guillemets, qui se compose de milliards de bactéries. Et certaines d'entre elles nous permettent de dégrader les glucides complexes, comme la cellulose, constituant les fibres alimentaires issues des végétaux terrestres. En effet, le génome humain ne possède pas de gènes codant pour des enzymes capables de dégrader les fibres de cellulose. Le microbiote peut s'enrichir de façon transitoire de bactéries associées aux aliments que nous ingérons. Par exemple, les makis sushi, donc les sushis en fait, sont des aliments emblématiques du Japon. Ce sont des rouleaux constitués de riz recouverts d'une algue rouge du genre Porphyra, que l'on appelle nori. Les Asiatiques sont de grands consommateurs de nori depuis plus de 1000 ans et le digèrent facilement. Contrairement aux Occidentaux qui, eux, le digèrent très difficilement. Ces algues marines produisent des glucides complexes, dont le porphyrane, qui n'ont pas d'équivalent chez les plantes terrestres. De nombreuses bactéries marines vivent associées à des algues et sont capables de dégrader le porphyrane grâce à une enzyme que l'on appelle la porphyranase. La porphyranase. Plutôt. Cette enzyme a été isolée chez la bactérie Zobelia galactanivorans, qui ne fait pas partie du microbiote humain et ne peut survivre dans notre intestin. Mais. Un séquençage en tout cas à grande échelle de l'ADN du microbiote intestinal a permis d'identifier chez certains individus une ou plusieurs séquences, une ou plusieurs copies d'un gène codant pour la porphyranase. Alors, porphyranase, j'ai du mal à le dire, dans des bactéries de l'espèce Bacteroides plebeius. Alors, si on regarde 6 individus, donc 5 japonais et 1 américain, et des américains en fait, on regarde le nombre de gènes détectés et on regarde le pourcentage d'identité. Chez le japonais numéro 1, alors d'abord, ça concerne le nombre de gènes codant pour une porphyranase. Ça
fait penser à ananas. Identifié chez les bactéries Bacteroides plebeius du microbiote et pourcentage d'identité entre ces gènes. Alors celle du sujet 1 servant de référence, on a donc 100%, évidemment. Donc chez le japonais numéro 1, sujet numéro 1, on a nombre de gènes détectés 1 et pourcentage d'identité 100%. C'est le premier sur lequel on a trouvé, donc on le prend comme référence. Japonais numéro 2, 3 gènes détectés avec 83 à 93% d'identité. Japonais numéro 3, un nombre de gènes détectés et 85% d'identité. Même chose pour le sujet numéro 4, sur le sujet japonais numéro 4, 94%. Sujet japonais, autre sujet japonais, 9 sujets, donc 0 gènes détectés, 0%. Et chez les Américains, 18 sujets, 0%. Alors, donc ça veut dire quoi? Eh bien, les Japonais possèdent dans leur microbiote des bactéries, Bacteroides plebeius notamment, possédant une ou plusieurs séquences d'un gène commandant la synthèse de la porphyranase, les rendant capables de digérer le porphyrane, qui est un glucide constitutif des algues marines dont ils se nourrissent en faisant les sushis. Ce gène fait partie du génome de bactéries marines vivant à la surface des algues, dont Zobelia galactanivorans, qui ne peut survivre dans l'intestin. Chez les Américains ayant servi de sujet d'étude, eh bien ce gène est également absent. On peut envisager qu'un transfert de gène ait eu lieu entre Zobelia et Bacteroides, faisant acquérir à cette dernière un gène facilitant la digestion du porphyrane par les individus le possédant. Les Japonais peuvent ainsi digérer facilement les ressources alimentaires supplémentaires, par exemple les végétaux marins, par rapport aux individus dépourvus de ce gène bactérien. Le transfert de ce gène serait un événement relativement récent dans l'évolution des bactéries du microbiote intestinal, peut-être quelques centaines ou milliers d'années tout de même. Alors essayons de voir comment ce transfert de gènes d'une bactérie marine dans une bactérie de la flore intestinale qui conduit à l'évolution des bactéries du microbiote intestinal a pu se faire. Donc on a au départ une bactérie marine, donc Zobelia, avec son ADN, et puis un petit morceau de gène qui a été intégré, enfin qui possède en fait le gène. Donc le gène, par le pont cytoplasmique, a pu passer à travers donc la bactérie de la flore intestinale, et du coup, bien, il y a eu cette mutation à l'origine des différences constatées qui facilitaient la digestion des algues, notamment porphyrane, donc par ces Japonais. Ensuite, autre document, c'est que on a des gènes étrangers qui s'expriment dans les génomes, et une étude analysant les séquences de gènes disponibles dans les banques de données a transmis. Je fais un enregistrement, j'ai presque fini. Tu veux finir avec moi? C'est quoi? C'est sur le placenta, etc., transfert de gènes. Alors, je continue quand même, j'ai presque fini. Donc, des gènes étrangers s'expriment dans les génomes. Alors, on a dit qu'une étude analysant les séquences de gènes disponibles dans les banques de données a permis d'estimer le nombre de gènes étrangers s'exprimant au sein de génomes de 26 espèces, donc 12 espèces de drosophiles, 4 de nématodes, qui sont des verrons microscopiques, et 10 de primates dans l'espèce humaine. Bon, on ne va pas décrire globalement ce document, parce que je suis... Eh bien, on a terminé, le cours est terminé. Merci, vous comprenez pourquoi. À bientôt, les amis. C'est pourquoi? Et voilà, terminé. Petite photo finale. Ah, c'est ça. Futur scientifique James. C'est lui, James. C'est mon petit-fils et c'est un futur scientifique. À bientôt, les amis.